Merci beaucoup merci beaucoup. J'ai l'honneur de vous présenter à l'occasion de cette session de Best of Eco Challenging Cases, notre présentation intitulée The Asthma Myocarditis Overlap, an Unusual Clinical Intersection, présentée par moi-même, Haddar Oussama, sous l'égide de mon cher maître professeur Salma Sharfeddin. J'ai pas de conflit d'intérêt. Il s'agit d'un patient MZ âgé de 54 ans. C'est un tabagique actif asthmatique depuis 2011. C'est un asthme tardif, mais il est diagnostiqué et suivi en pneumologie. Elle s'est présentée à la salle d'urgence médicale pour une exacerbation sévère de son asthme avec recours à la ventilation non invasive, nécessitant un recours aussi à l'immobilisation fréquente et la corticothérapie à la base d'imicitinate d'hydrocortisone 100 mg x 4. Mais au cours de son hospitalisation, il a présenté des douleurs thoraciques rétrosternales constrictives, d'allure angineuse typique. Un ECG a été fait, il n'y a pas de modification électrique par rapport à l'ECG de base, ce sont des ontés négatifs en V1 et V2, mais avec une élévation de troponine à 3900. Et donc, c'est un patient ayant un facteur de risque cardiovasculaire qui est le tabagisme. Le premier diagnostic qui a été évoqué, ça a été le STEMI, c'est-à-dire le syndrome coronarien ST-, trop au plus. Mais finalement, une échographie cardiaque a été faite qui a montré un épanchement péricardique de moyenne abondance sans signe de compression, avec hypertrophie de ventricule gauche, et un aspect odémacé de la paroi de VG et une cinétique qui montre une hypokinésie des segments des segments basaux de la paroi septale antérieure et inférieure. On a complété par un strain atrial, puisqu'on a suspecté une cardiopathie hypertrophique, surtout secondaire dans ce contexte, qui s'est avérée altérée à moins 10%, mais avec une altération plus marquée au niveau de la paroi latérale et au niveau des segments basaux de la paroi septale et de la paroi inférieure. Il n'y a pas de l'aspect typique en cocarde d'une amylose cardiaque. L'ITV aortique était à 16, de gradient sur la valve aortique était à 11, donc il n'y a pas de rétrécissement aortique serré qui explique cette hypertrophie de ventricule gauche. Un autre élément biologique qui nous a attiré l'attention, ça a été le NFS, qui a montré une hyper-eosinophilie à 2010 avec représentant 20% de la formule des globules blancs. Bilan inflammatoire, il est négatif, CRP négatif, avec une crise d'asthme qui est très probablement un asthme hyper-eosinophilique dans ce contexte. Le diagnostic qui a été le plus probable, ça a été une périmyocardite eosinophilique, et notre prise en charge a suivi le nouveau consensus de la prise en charge du myocardite publié récemment en 2024 par l'ACC. Et notre malade présente d'emblée des signes à haut risque de complications, essentiellement l'hyper-eosinophilie avec des signes extracardiaques systémiques qui étaient l'asthme, d'où son indication de l'admettre dans un Advanced Heart Failure Center. Et notre malade était admis dans notre unité de soins intensifs de cardiologie. Et l'examen clé qui a été demandé, ça a été l'IRM cardiaque, qui a montré un rehaussement intramural patchy de la paroi antérobasale, septobasale et inférobasale, ce sont les segments basaux, avec un rehaussement transmural au niveau de la paroi antérieure. Le T2 mapping, il est allongé. Le CV, il y a de l'odème qui est calculé à 34% et un hypersignal T1, cadrant avec une myocardite eosinophilique selon le contexte clinico-biologique. Et raison pour laquelle on a retenu le diagnostic de myocardite eosinophilique. Et la question que se pose, dans quelle pathologie systémique s'intègre cette entité, vu qu'elle survient généralement rare, généralement isolée. Et on a évoqué, vu qu'il s'agit d'un asthme, c'est un patient présentant un asthme tardif, c'est la granulomatose eosinophilique avec polyangéite. La deuxième hypothèse, comme montre ce consensus de HA, 2020, un syndrome d'hyperéosinophilie, une infection parasitaire, essentiellement le toxacarose, une hypersensibilité à un médicament ou un cancer solide. Pour la granulomatose eosinophilique avec polyangéite, on a complété par un scanner de massif facial qui a montré l'absence de polypose nasale, un scanner thoracique qui a montré l'absence de PID et d'hémorragie intraviolaire, et le P en K était négatif. Le diagnostic de cette granulomatose avec polyangéite était un peu éliminé. On a s'acharné à le chercher puisqu'il y a une implication thérapeutique que je vais la montrer après. Et
on a retenu qu'il s'agit d'une myocardite éosinophilique idiopathique qui se présente sur la littérature dans 35,7% des cas. Donc, la caractéristique de cette entité, c'est malgré qu'elle est rare, donc elle est très grave, avec un taux de mortalité arrivant à 26% après 60 jours donc, de myocardite, et qu'elle passe par trois phases. Une phase inflammatoire, une phase nécrotique, et puis la phase de remodelage fibrotique. Et le fait d'avoir ces trois phases, surtout inflammatoire et nécrotique, ce qui explique que la myocardite éosinophilique s'associe à l'IRM généralement à un rehaussement sous-endocardique et non pas le rehaussement sous-épicardique habituel qu'on voit avec les autres entités de myocardite. Et donc, l'association avec l'asthme se voit dans à peu près 22% des cas. Donc, l'hyperéosinophilie périphérique se voit dans 75% des cas. 75% des cas. Et donc, comme donc, l'asthme, ça peut se voir même dans l'entité idiopathique dans 21% des cas. Et le rehaussement, il est généralement sous-endocardique ou ça peut être transméral comme le cas de notre malade. Donc, au cours de son hospitalisation, le malade a présenté un bloc auriculo-ventriculaire complet qui était paroxystique. Et donc, ça se classe comme une myocardite compliquée selon le consensus de HA. Et donc, en stade D, selon le nouveau consensus de l'ACC 2024 de la prise en charge de myocardite. Donc, à ce stade-là, on a posé la question, est-ce qu'il y a donc un autre examen complémentaire qu'on doit le demander? Et bon, théoriquement, oui, c'est la biopsie endomyocardique avec ces trois indications, le stade D de myocardie, donc l'hyperéosinophilie et aussi le BAV. Mais dans ce contexte, le diagnostic était évident, c'est pourquoi qu'il n'était non disponible, la biopsie endomyocardique, donc on n'a pas fait. On a retenu le diagnostic de myocardite éosinophilique et on a passé à la prise en charge, donc diagnostic à la prise en charge, donc qui nécessite le recours, indication impérative de recours aux immunosuppresseurs et essentiellement la corticothérapie avec le protocole suivant, le méthylprednisone avec 7 à 14 mg kilo pendant les 3 premiers jours, suivi d'une corticothérapie orale par le prednisone à 1 mg kilo. Et donc, vu qu'on a retenu le diagnostic de myocardite éosinophilique idiopathique, on n'a pas associé d'autres immunosuppresseurs comme ça a été recommandé pour la polyangite, polyangite éosinophilique, granulomatose éosinophilique avec une polyangite ou des autres antibiotiques comme dans le cas par exemple de toxacarose. Et l'évolution de notre malade était spectaculaire sous corticothérapie avec disparition de l'œdème et disparition de l'épanchement péricardique. Donc, je vous rappelle l'image initiale en coupe 3 cavités, comment on voit de l'œdème et l'hypertropie ventricule gauche. Et ça, c'est après une cure complète de corticothérapie, comment tout a disparu avec donc, une amélioration sur le plan clinique, quel que soit échographique. Donc, on se rappelle tous que le myocardite, surtout dans ce cas donc, qui a au risque de complications, il est à stade D déjà d'emblée, ça nécessite un suivi régulier et bien codifié avec un IRM cardiaque de contrôle dans les 6 mois que sera fait. Et donc, j'arrive à la conclusion que la myocardite éosinophilique, c'est une pathologie rare, mais elle est généralement sous-estimée. Elle est grave avec un taux de transplantation cardiaque et de décès arrivant à 26% 60 jours après le diagnostic. L'évaluation initiale se base sur l'échocardiographie et l'hyperéosinophilie périphérique peut être un élément clé d'orientation. Le diagnostic se fait par IRM cardiaque, mais le gold standard reste la biopsie endomyocardique. On doit stratifier le risque de cette pathologie, la myocardite, le stage A, B, C, O, D. Et donc, on se rappelle toujours qu'elle peut s'associer à des conditions systémiques qu'on doit aller chercher via leur implication thérapeutique. Le traitement se base essentiellement sur les immunosuppresseurs, les thérapies immunosuppressives, la corticothérapie ou autres, avec une surveillance longitudinale. Et je vous remercie pour votre attention.